Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les gueuses m'appellent le tiers, les filles B500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel, c'est le projet. Sect Abdoulaye la Diogué. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Ça qui pas bon pour Zoua, pas bon pour Cana. PDG, c'est du créole, let's get it. We hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. The chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis fier de recevoir un ancien footballeur, un entrepreneur, un homme de cœur, un philanthrope, mon homeboy, celui qu'on appelle Badis Diab. Badis, comment tu vas mon bro? Salut Eladj. Ça va? Ça va très très bien, merci à toi pour ton invitation. Merci à toi pour ta réactivité. Honnêtement, ça fait plaisir. On te suit depuis pas mal de temps, comme je te l'ai déjà dit en off. Et tu as accepté l'invite. Franchement, on est tous enjoués. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, pour le coup? Oui, Badis Diab, 30 ans, activiste humanitaire, entrepreneur social, cofondateur de l'ONG humanitaire Unity, présent aujourd'hui dans 59 pays dans le monde, dans 4 continents, travaille sur la biodiversité, sur l'aide à l'enfance, sur la santé, l'aide aux femmes isolées. On fait construire énormément de forages aussi. Donc voilà, j'agis tous les jours de l'année, 365 jours dans l'humanitaire depuis, on va dire, 6 ans maintenant. Excellent, excellent. Alors, ce que j'aime faire ici chez We Hustle, c'est retracer le parcours dans un premier temps. Alors, Ronan-sur-Isère, le quartier La Monnaie. C'est ça, ouais. Exactement. Déjà, pourquoi La Monnaie? Mais t'es bien informé quand même, hein? Ah, mais c'est important, c'est important, c'est la moindre des choses. La Monnaie, je sais pas pourquoi ça s'appelait La Monnaie, et en tout cas, il n'y avait pas d'argent, ça c'est certain, tu vois. Ouais, j'ai grandi dans un quartier un peu comme dans toutes les villes de France, quoi, tu vois. C'est l'immigration qui est parquée dans des logements sociaux où on se retrouve finalement coupé du monde, coupé de la réalité de la société civile. On se retrouve entre Algériens, Tunisiens, Sénégalais, Maliens, Marocains, tu vois, et on est vraiment éloigné. On est à l'époque où il n'y a pas de réseaux sociaux. Il y a même pas d'internet, donc du coup la seule réalité qu'on connaît, c'est celle de nos blocs, celle du bâtiment, celle de nos cultures respectives. Donc voilà, j'ai grandi loin, au fin fond de la province française, dans un quartier, et voilà, et j'ai commencé à jouer au foot très jeune, tu vois. D'accord. Et pour ceux qui savent pas, parce que tu sais, tous ne sont pas bons en géographie malheureusement, où ça se situe précisément? Ça se situe dans la Drôme. Alors la Drôme, c'est la porte du Sud, c'est-à-dire que tu as Lyon, ensuite Romans-Valence, donc où j'habite, en tout cas où j'ai grandi, et ensuite Montélimar, Avignon, et t'arrives à Marseille. D'accord. Donc, c'est le début du Sud, on va dire. D'accord. Supporter de l'OM? Ouais, naturellement. Naturellement? À fond derrière l'OM. Et je sais que t'es supporter du PSG. Ah, mais ça, c'est une évidence. Et je m'étais préparé. C'est une évidence. Alors, dis-moi, bro, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, quand t'as été appelé par la SSE? Bah écoute, c'est paradoxal, mais ça m'a pas fait grand-chose. C'est-à-dire que, tu sais, comme je le disais précédemment, on a une époque où les réseaux sociaux n'existent pas. On sait pas ce que c'est la vie d'un footballeur professionnel. Donc, on rêve pas forcément d'être footballeur, gagner de l'argent, avoir une belle bagnole ou avoir une belle maison. On pense pas à ça. On joue au foot parce que c'est la seule réalité, c'est la seule possibilité qu'on a pour nous exprimer. On est socialement précarisé, entre guillemets, ce qui fait qu'on n'a pas accès aux autres loisirs. On va pas faire une école de piano, on va pas apprendre le violon, tu vois. Donc il y a 2 réalités, soit tu fais de la musique, en tout cas soit tu fais du rap, ou soit tu fais du foot, tu vois. Et donc moi j'ai fait du foot naturellement, sans savoir que j'avais des qualités. Et très tôt, parce que je commence le foot à 10-11 ans, et 3 ans plus tard, on vient toquer à ma porte pour me proposer un contrat dans un centre de formation. Et donc, je savais pas ce que c'était un centre de formation, tu vois. Et je débarque à 14 ans et demi, dans un des plus grands centres de formation de France, là, à Saint-Etienne, où je me trouve mélangé à des joueurs de toute origine, de toute confession, des joueurs qui aujourd'hui jouent la Ligue des Champions, certains jouent à la Coupe du Monde, tu vois. Et je me retrouve, parqué avec eux dans un centre de formation où j'ai passé plusieurs années. Finalement, ça a été une belle expérience, mais pas forcément une belle expérience sportive. J'en tire vraiment l'expérience sociale. Parce que pour la première fois de ma vie, je me retrouve avec des gens de toute origine, de toute religion, tu vois. Et je me retrouve en face de la diversité de la société civile française.
Et ça m'a beaucoup appris, même par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Donc ça a été une belle leçon de vie. Ah, c'est excellent. Et tu peux rappeler les joueurs qui ont croisé ton chemin? Ouais, il y a eu des joueurs qui ont été internationaux. Bon, on a Fawzi Goulam, joueur du Napoli. On a Joshua Guilavogui qui joue à Wolfsburg en Allemagne. Il y a beaucoup de monde qui sont aujourd'hui en Ligue 2, en Ligue 1. Tu vois, on a Loris Neri qui est en Ligue 2. Donc voilà, on a des joueurs de Ligue 1, de Ligue 2, des générations un peu plus vieilles, des générations un peu plus jeunes. Tu vois, Kurt Zouma qui est à Chelsea aussi, qui était plus jeune que moi. Donc voilà, qui eux ont continué et qui avaient une étoile derrière eux et qui ont pu percer au plus haut niveau. Parfait. Et tu as signé à 18 ans? J'ai né à 18 ans, mon premier contrat, je l'ai signé en Algérie, à Constantine. Et ça a été une erreur de parcours, si tu veux, parce que j'ai 17 ans et demi et on me propose pas encore le contrat professionnel à Saint-Etienne. Et c'est vrai que voilà, je suis omnubilé par devenir footballeur professionnel parce que j'ai été formaté pour ça, tu vois. Et je me retrouve avec une équipe en Algérie qui joue dans des grands stades, un club professionnel qui me propose de devenir professionnel avec un gros paquet d'argent à la clé. Et à l'époque, je suis mal conseillé, c'est-à-dire que mes parents venaient pas de l'univers du foot, j'avais pas d'agent. Et donc, j'accepte. J'accepte parce que je me dis que je vais jouer dans des grands stades, je vais avoir un gros salaire. Et sans le savoir, c'est le début de la fin. Parce que au lieu de continuer à m'améliorer avec les équipes de jeunes en France, je décide de partir dans un championnat qui est pas professionnel, où j'ai des retards de salaire, des problèmes de confiance. Même si c'est mon pays, je suis algérien, tu vois, je me suis toujours considéré comme algérien, et même pas comme franco-algérien, mais clairement comme algérien vivant en France. Mais voilà, je me retrouve dans un pays où j'avais jamais vécu, même si c'était mon pays. Et loin de mes parents, loin de ma famille, j'ai que 17 ans et demi, c'est très dur, tu vois. Et donc voilà, ça s'est très très mal passé au final, ça a été un mauvais choix de carrière et à partir de ce moment-là, c'est le début de la fin, quoi, le début de la fin de ma carrière. Et quand tu dis le début de la fin, c'est que tu croyais plus, tu aurais peut-être pu rebondir. J'aurais pu. Après, le problème, c'est que j'avais plus confiance en moi et je savais qu'à partir de ce moment-là, déjà, j'avais un problème de poids aussi, donc parce que je jouais moins, donc des blessures qui arrivent et surtout un problème de confiance. Et quand on a 18 ans, on a un gros problème de confiance, ça commence à devenir difficile. Et il y avait des portes qui s'ouvraient à moi, mais c'était vraiment des portes au fin fond de l'Europe de l'Est. Et je voulais pas devenir ce footballeur de second rang, tu vois, ou même de troisième rang. Je rêvais d'être un grand footballeur, tu vois. J'avais grandi avec Zidane, avec France 98, et je voulais devenir ce grand footballeur. Et pour moi, il était hors de question de devenir ce footballeur de second rang. Et donc, j'ai fait un choix que beaucoup n'ont pas fait, c'est-à-dire j'ai beaucoup d'amis qui ont continué à jouer et qui ont continué à y croire, tu vois. Mais pour moi, c'était fini et je voulais déjà me préparer à l'après-carrière. Je rêvais de quelque chose de plus grand et je savais qu'il y avait en tout cas, il y avait une étoile derrière moi et que j'étais destiné à faire quelque chose de grand, tu vois. Et que être un footballeur de second rang dans un championnat d'Europe de l'Est, c'était pas ma destinée. Donc voilà, je suis parti le cœur léger. À 20 ans, j'ai arrêté ma carrière. D'accord. Et est-ce que ça t'a pas, du coup, parce que j'imagine qu'on avait placé beaucoup d'espoir en toi, ne serait-ce que les parents, les frères et sœurs, les amis, etc., quand tu leur as dit à 20 ans, allez, clap de fin. C'est difficile. C'est difficile pour les autres, pas pour moi, parce que pour moi, ça a été une délivrance. C'était la fin de la pression, tu vois. Tu grandis avec la pression de devenir footballeur pro. Et quand c'est terminé, c'est terminé. C'est dur, mais au moins c'est terminé, tu vois. Pour la famille, pour les amis, c'était autre chose. C'est-à-dire que tu sais que tu déçois. Tu sais que tu déçois beaucoup de monde autour de... Et c'est légitime, tu vois. Faut accepter cette déception. Et j'acceptais d'avoir déçu des gens, tu vois, qui avaient cru en moi. Mais à un moment donné, il fallait que je pense à moi aussi. Il fallait que je pense à mon avenir. Et je savais que je ne serais pas heureux. Et qu'il fallait que je m'épanouisse dans quelque chose d'autre. Et bizarrement, comme tu le sais, quand on arrête la carrière de footballeur, on perd beaucoup d'amis. Et on se retrouve... c'est là où on voit finalement qui sont les vrais amis. Où est la famille, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui m'accompagnent encore aujourd'hui sont ceux qui m'ont pas lâché quand j'ai arrêté ma carrière, tu vois. Et ça, j'oublie pas. Et t'as vraiment senti la déception autour de toi? Bien sûr, parce que tu vois, je me suis retrouvé dans un grand centre de formation. C'est-à-dire, j'étais pas dans un centre de formation de second rang. J'étais dans un top centre de formation avec un haut taux de réussite de footballeur professionnel. J'étais titulaire dans les catégories de jeunes. Donc tout était tracé pour moi. C'est-à-dire que beaucoup de gens étaient sûr à 80-90% que j'allais faire une carrière, au moins en Ligue 1, que j'allais faire ma carrière de footballeur professionnel. Et quand tout s'arrête et aussi rapidement, c'est difficile à y croire, c'est difficile à comprendre, surtout que ça vient de moi, c'est moi qui prends cette décision. Donc on pense que c'est une décision immature, une décision d'un gamin qui comprend pas ce que c'est la vie, que la vie va être trop dure derrière et que j'aurais dû continuer.
Mais finalement, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Si je devais choisir la vie que j'ai aujourd'hui ou la vie d'un footballeur, j'hésiterais pas une seule seconde. Je suis fier de mon parcours et je suis fier de ce que je fais. Et je me réveille avec plaisir chaque matin. Tu vois. Ah, c'est excellent. Tu brilles. Je sais pas si je brille, mais en tout cas, ouais, je suis heureux. C'est bien. Important. Et à quel moment, toi, t'as switché, t'as décidé de faire autre chose? Parce que c'est très bien pensé, qu'on se le dise. Le footballeur qui est devenu après conseiller. Bah écoute, en fait, ça a été surtout un concours de circonstances. Et c'est là que tu te dis que je sais pas si c'est le hasard, parce que j'y crois pas trop, tu vois. Ouais. Voilà, je suis croyant et j'ai du mal à croire au hasard. Je pense on a tous une destinée et tout est écrit à l'avance. Et ça a été un concours de circonstances, c'est-à-dire quand j'arrête le foot, j'ai pas de diplôme. J'ai arrêté l'école à 16 ans. J'ai pas de relation sociale, dans le sens où voilà, ma famille vient pas d'un haut niveau social, ce qui fait que ça me permet pas de pouvoir bifurquer sur un emploi intéressant. Et donc du coup, je me retrouve seul et ça fait que je fais des petits boulots, tu vois. J'ai vendu du chocolat, je travaille à l'usine, j'ai vendu des montres, j'ai fait un peu de tout, quoi, tu vois. J'ai fait des intérims. Et en 2013, je rencontre un mec qui s'appelle Marco Kirdemir, qui est un agent espagnol et belge, donc il parle français, et qui était un grand agent. C'est le premier agent qui fait venir des stars du championnat espagnol en Turquie, des joueurs comme Roberto Carlos, comme Gucci au milieu des années 2000. Et c'est vrai qu'il y a une connexion entre lui et moi, et il me propose d'être conseiller pour sa structure et de recruter des joueurs français pour le championnat turc. Et c'est là où je commence à rentrer dans ce qu'on appelle le football consulting, l'envers du décor, le football business. D'accord. Et voilà. Et je travaille pendant des années dans ce milieu-là. Je me fais un réseau qui est conséquent. Je voyage beaucoup. Je commence à parler plusieurs langues. Bien. Tu vois. Et voilà. Et à 25 ans, je décide de lancer ma propre structure. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ton expérience dans le centre de formation? Bah, en fait, je me retrouve à 25 ans avec je me pose une question. Tu vois, je gagne bien ma vie. Mais je rêve à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que j'en avais marre de me lever le matin et de devoir rendre des comptes à des patrons, tu vois. Je voulais devenir mon propre boss. Je voulais innover, tu vois. Et je voulais vraiment suivre ma destinée. J'étais certain que je pouvais faire quelque chose de grand. Et si je le faisais pas à 25 ans, j'allais jamais le faire, tu vois. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé de me lancer, entre guillemets, dans le business foot, où j'ai lancé ma propre structure, une start-up qui s'occupait des footballeurs amateurs. Excellent. Et pourquoi les footballeurs amateurs? Parce que ça en revient sur mon parcours. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des millions de footballeurs amateurs en France qui ont personne pour les conseiller, qui ont personne pour leur dire comment faire pour devenir professionnel, ou en tout cas, comment s'améliorer, simplement. Ils n'ont pas de vis-à-vis, ils peuvent pas parler à leurs parents, ils peuvent pas parler forcément à leur éducateur. Bien. Et donc, nous, on s'est dit pourquoi pas les aider, tu vois. Et le but, c'était simplement, au début, de lancer simplement une structure et sortir du prolétariat. Je voulais juste être mon propre patron, tu vois. Et sans le savoir, ça a explosé. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on était la seule structure de ce type en France. Et on s'est retrouvé avec des dizaines de milliers de footballeurs qui sont devenus nos clients, finalement, à qui on a commencé à les conseiller sur le point de vue sportif, le point de vue mental, le point de vue footballistique. Et on les a accompagnés pendant des mois, des années, tu vois. Et donc voilà, j'ai fait ça et c'est là où je me suis émancipé professionnellement. Donc, c'était pas alimentaire, c'était une réelle vocation. Bah, c'était une vocation. Ou c'était un peu des deux? Oui, dans le sens où je voulais être mon patron. C'est-à-dire que je voulais pas forcément gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que j'ai arrêté le foot il y a très longtemps et ça fait très longtemps que j'ai plus cette volonté de gagner beaucoup d'argent. Je voulais juste être mon patron, me lever le matin et être mon propre patron et suivre, tu vois, mon propre cheminement, tu vois. Même si ça marche pas forcément, mais au moins j'aurais essayé. Et finalement, ça a super bien marché, tu vois. Et à partir de ce moment-là, quand t'es ton propre patron, tu te lèves le matin, t'as de comptes à rendre à personne, ça fait plaisir, tu vois, parce que, comme tu le sais, moi je suis algérien, j'ai grandi en France, j'ai grandi dans un pays qui nous a pas forcément donné les mêmes chances que les autres. Et à un moment donné, je savais que si la chance, je la prenais pas moi-même, on n'allait pas me la donner sur un plateau, quoi, tu vois. Donc il fallait on va dire que je casse des portes, que j'entre et que j'essaye de m'imposer et de montrer que j'étais capable de faire quelque chose de ma vie, quoi, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné très vite, parce que je découvre l'humanitaire et tout s'enchaîne très vite et je continue de gérer plusieurs structures à l'international. Excellente mentalité, mon bro. Merci. Je sais que tu as vécu aussi en Angleterre. Ouais. Ouais, pourquoi? Parce que la vie en France n'était plus propice, tu te voyais pas élever tes enfants ici, t'épanouir ici, t'émanciper ici.
Oui, après c'était un concours de circonstances, c'est-à-dire que j'avais une proposition d'emploi là-bas, donc du coup je suis parti. Tu peux rentrer dans les détails? Oui, après c'était toujours dans le foot en fait, en tant que consultant dans une grosse boîte de foot qui était basée dans le nord de l'Angleterre. Et donc du coup je suis parti et j'ai découvert ce que je connaissais déjà, c'est-à-dire le monde anglo-saxon, ce monde où tu as toutes les communautés et où on accepte les différences et où finalement j'ai retrouvé ce concept de tolérance que j'avais perdu de vue en France. Et c'était une magnifique expérience. Je me voyais rester. Après, bon, j'ai une vie de famille ici, donc c'est pas évident. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que le travail. Il y a la famille. Et c'est vrai que m'éloigner des parents, m'éloigner de mes frères, c'était compliqué aussi. Donc je suis revenu, mais c'est vrai que c'est un pays qui m'a toujours plu. Le Canada me plaît, les États-Unis me plaisent. Pas dans leur modèle capitaliste, hein, mais vraiment dans leur modèle de la façon à laquelle ils arrivent à accueillir les différentes sensibilités qu'ils peuvent avoir, les différentes religions, les différentes ethnies, à les faire cohabiter entre elles, à les faire aimer le pays où ils sont. Et c'est vrai que c'était quelque chose que je trouvais plus en France. Moi qui ai vécu dans plusieurs villes de ce pays, j'avais l'impression de d'étouffer en France. Puis moi, voilà, je suis algérien, je le dis, je suis africain même, avant tout, panafricain, et de confession musulmane. Et c'est vrai que ce cocktail-là faisait que on se sentait plus chez nous ici. D'accord. Et j'en suis arrivé même à ne pas me considérer comme français, pas forcément dans une haine contre la France, mais parce que les valeurs qui sont aujourd'hui ceux de la République française ne sont plus les miennes. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis né dans ce pays, je sais ce que ce pays m'a apporté. J'ai été éduqué ici, je suis parti sur les bancs de la République française, donc j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris cette langue, j'ai lu Albert Camus, j'ai lu Victor Hugo. Mais au fond de moi, je sais que je suis africain. Je sais que je viens d'une autre terre. Et je sais que je viens d'une autre histoire, d'une autre mentalité, d'une autre civilisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis clairement algérien, fier d'être africain. J'appartiens au panafricanisme. Et donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, pour en revenir à l'Angleterre, j'ai beaucoup aimé mon passage là-bas. J'ai beaucoup aimé la façon à laquelle ils traitent leurs compatriotes de confession religieuse, des confessions musulmanes particulièrement. Donc voilà, une belle expérience. Et c'est vrai que j'ai du mal à concevoir la suite de ma vie et le reste de ma vie en France, surtout avec les événements qu'on voit aujourd'hui, la façon à laquelle on nous traite. Et je veux pas que mes enfants grandissent dans ce climat-là, tu vois. D'accord. Mais les mauvaises langues ont toujours tendance à dire que les footballeurs, entre autres, ne sont pas concernés par les problèmes de société, etc. Et toi, tu fais entorse à la règle. On voit que tu es impacté, on voit que ça t'inquiète, t'es impliqué même surtout. Et ça, je tiens à le souligner, c'est une belle chose. Mais l'Angleterre a ses propres problèmes également. Bien sûr. Et je sais qu'à ce niveau-là, ils sont pas non plus exemptés de tout reproche. Non, la société parfaite n'existe pas. Ça, c'est certain. Et c'est vrai que aller chercher l'idéal, c'est problématique en soi. Je pense qu'il faut jamais penser, d'ailleurs, je le dis à mes compatriotes en Afrique aussi, ne pensez pas que venir en Europe sera source de liberté, forcément, et source d'épanouissement. Et c'est important de leur dire ça. Mais en Europe, je pense que voilà, quand on est spécifiquement issu de la colonisation africaine, spécifiquement issu de la communauté musulmane, bah forcément on pose problème dans ce pays et surtout quand on a envie de réussir, quand on a envie de faire quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que nous, on nous considère quand on est rappeur ou quand on fait du foot, c'est-à-dire qu'on est des objets du divertissement, un peu comme les Afro-Américains au début du XXe siècle aux États-Unis. Mais par contre, quand on commence à avoir un discours un peu plus sérieux, quand on essaye de monter des projets un peu plus sérieux, de projets de vivre ensemble, de projets de cohésion sociale, là, ça commence à devenir compliqué. On est rapidement stigmatisé. On fait pourtant partie de l'équation du problème. On peut résoudre les problèmes de cette société, mais on nous considère comme, on va dire, comme pas des ennemis de la République, mais comme des étrangers. Et c'est vrai que ça, c'est difficile à l'accepter. Mais voilà, je me suis jamais engagé dans le syndicalisme ou alors même j'ai jamais été un militant, on va dire, de la lutte contre le racisme. C'est quelque chose qui m'intéresse pas en soi. Je préfère être dans l'action concrète. C'est pour ça que je suis dans l'humanitaire, pour apporter de l'aide à des populations qui sont dans la misère absolue, qui sont dans l'extrême précarité ou l'extrême pauvreté. Mais voilà, quand tu me poses la question et tu me dis quel est mon ressenti en tant que citoyen faisant partie de l'histoire de la colonisation africaine, c'est le ressenti que j'ai, c'est le ressenti que tous les autres concitoyens qui ont les mêmes origines que moi ont. Et à partir de ce moment-là, il y a un problème. Et on t'a mis des bâtons dans les roues, toi ? Non, on m'a pas mis à titre spécifiquement. perso.
Spécifiquement, pas moi. C'est-à-dire que moi, je me base, je fais pas attention, je me centralise pas forcément sur ma propre personne. Je fais un constat sur la communauté étrangère, la communauté de personnes issues de la première ou deuxième génération d'immigrés. Et c'est là où je vois le problème. C'est-à-dire que moi, je peux considérer que je suis un privilégié, tu vois. J'ai vécu pendant plusieurs années ici dans le 9e arrondissement de Paris. J'ai géré une start-up. Franchement, je me considère comme un privilégié de la vie. Mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens, quand tu dépasses le périph', ils n'ont pas forcément cette chance-là. Et c'est pour eux que je parle. C'est par rapport à eux que je fais référence à cette problématique-là. Et c'est important, je pense, quand on fait partie de cette histoire-là, de pas se centraliser sur sa propre personne, de pas être dans l'entre-soi. Exactement. Mais vraiment de parler de toutes les problématiques. Et à quel moment, toi, t'as sorti ton livre Agir pour exister, pardon. Entre-temps, quel moment t'as eu l'envie? Entre-temps, voilà, je me suis lancé dans l'humanitaire et voilà, j'ai gravi les échelons, on va dire, de l'humanitaire. J'ai commencé par un mouvement qui était panafricain au départ, avec la distribution de fournitures scolaires en Afrique. Et puis, je me suis élargi à travers le monde, l'Amérique du Sud, le Proche-Orient, l'Asie, le sous-continent indien, c'est-à-dire Pakistan, Népal. Et j'ai découvert ce qu'était l'extrême précarité, l'extrême pauvreté ou ce qu'on peut appeler communément la misère. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Et à un moment donné, c'est vrai que j'étais confronté à l'exercice médiatique pendant des années où j'ai fait beaucoup d'interviews, mais finalement le temps médiatique n'est pas le temps de la réflexion. C'est difficile dans une interview de poser vraiment toute ta réflexion et de poser ton analyse aussi sur les causes de la déstabilisation du monde, tu vois. Et à un moment donné, il était important pour moi de passer à l'écriture, parce que pour moi l'écriture c'est le moyen le plus simple et le plus adéquat pour expliquer ce que tu ressens et surtout proposer des solutions. C'est-à-dire faire une analyse dans un premier temps et proposer des solutions. C'est ce que j'ai fait avec Agir pour exister. Et du coup, il y a mon deuxième livre aussi qui sort le mois prochain. Parfait. Et est-ce que toutes tes activités-là sont compatibles avec une vie de famille? Là, aujourd'hui, tu as 30 ans, comme tu l'as si bien dit. Je suppose qu'il y a quelqu'un qui partage ta vie. Je ne sais pas si tu as des enfants. Non, j'ai pas d'enfants, mais je suis fiancé. D'accord, très bien. Tu arrives à concilier toutes ces activités-là? Aujourd'hui, il faut savoir que à 26 ans, je me suis posé une question très importante. J'avais une start-up d'un côté, j'avais une fondation humanitaire de l'autre. Et c'est vrai que c'était difficile de concilier les deux. Parce que d'un côté, tu te lèves pour faire du profit, gagner de l'argent, faire de la rentabilité économique. Et d'un autre côté, tu es dans l'univers du partage, tu es dans l'univers du don, et tu es dans l'univers de l'engagement sans rien attendre en retour. Donc, il y avait quelque chose qui était antinomique, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'avais une start-up, j'avais ma fondation, et à un moment donné, j'ai considéré que je ne pouvais pas continuer à gérer les deux. Il était important de faire un choix. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? Est-ce que je suis venu dans ce monde pour gagner de l'argent ou est-ce que je suis venu dans ce monde pour aider les autres, tu vois? J'ai fait un choix, je regrette pas, je gagne beaucoup moins ma vie maintenant, je te le cache pas qu'à l'époque. Mais je suis heureux parce que j'ai trouvé ma vocation. Aujourd'hui, ce que je fais, je suis engagé 365 jours de l'année, tu vois, de minuit à minuit, quoi, tu vois. Je suis tout le temps disponible pour mes collaborateurs à travers le monde. Aujourd'hui, je suis engagé à temps plein. Ce qui fait que les gens autour de moi, pour répondre à ta question, que ce soit ma fiancée, que ce soit ma famille, mes amis, le comprennent parce qu'ils savent que ce que je fais aujourd'hui, je suis dépassé par une cause qui est plus importante que moi. Tu vois, ce que je fais, c'est pas pour moi. Je veux dire, je fais pas ça. Je suis pas dans un trip, si tu veux, idéologique ou dans du développement personnel. Je fais ça parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Et il y a des gens qui sont dans le besoin et moi, j'ai les capacités aujourd'hui de pouvoir répondre à ce besoin et de pouvoir les aider. Et ça s'arrête là. C'est mon travail. Et donc, du coup, je suis engagé dans quelque chose qui est beaucoup plus important parce que les besoins seront toujours là. Ils seront là aujourd'hui, ils seront là demain, ils seront là après-demain, ils seront là la semaine prochaine. Et je serai toujours obligé de répondre à ça. Ce qui fait que aujourd'hui, mes proches le comprennent, tu vois. Ils me comprennent, ils m'accompagnent, et au contraire, ils m'encouragent, tu vois. Et quand tu fais quelque chose qui te plaît, qui te prend au trip, et qu'en plus de ça, autour de toi, on te pousse à aller plus loin, tu sais que tu as trouvé ta vocation. Tout à l'heure, tu parlais d'extrême pauvreté dans les pays où tu as contribué, plus précisément. Ça se traduisait par quoi? Ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Si je vais te prendre une région simple, on va prendre un exemple, ce qu'on peut appeler la région des triades. Tu as la Centrafrique, le Rwanda, l'Ouganda. C'est là d'où sont issus les enfants soldats.
Il faut savoir ce que c'est les enfants soldats. C'est-à-dire que c'est plus de 150 000 morts, c'est 2,5 millions de déplacés. C'est une crise politique, géopolitique, humaine, sociale, qui est sans précédent. On n'en parle pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup de l'État islamique au Proche-Orient, on ne nous parle pas des enfants soldats en Afrique. Et pourtant, c'est l'une des causes de la déstabilisation du continent africain. La pauvreté, l'extrême pauvreté, elle se traduit par quoi? Elle se traduit déjà par le problème alimentaire, naturellement, c'est-à-dire avec des populations qui ne savent même pas s'ils vont manger avant la tombée de la nuit. Ça se traduit par des conflits armés, donc par une déstabilisation politique, sociale du pays, où finalement tu as des groupes armés qui prennent possession de certains territoires. Ça se traduit aussi par le réchauffement climatique, avec des millions de personnes qui sont obligées de quitter leur terre parce que leur terre ne peut plus leur offrir de fruits, ne peut plus leur offrir de légumes. Et ça passe aussi, là on rentre dans les détails, mais par la mainmise du capitalisme financier. Si tu veux, à Wall Street, on peut se permettre de spéculer sur des matières premières, tu vois, sur le riz, sur le blé, ce qui déstabilise complètement la vie de ces populations. Donc voilà, on est sur plusieurs causes. En fait, c'est une question multifactorielle, si tu veux, et c'est très très difficile de répondre à ces besoins. Et d'ailleurs, quand on fait de l'humanitaire, on est là pour panser des plaies, simplement. On est là pour apporter des pansements et pour aider comme on peut avant la tombée de la nuit. Mais me dire que je vais changer la vie des gens, ou quand je vois par exemple des associations humanitaires qui disent qu'avec 1 euro, vous allez changer la vie d'une personne, c'est faux. On change pas la vie des gens qui sont dans l'extrême pauvreté. Si tu veux, on peut leur apporter un minimum de dignité. Parce qu'il faut souligner aussi qu'il y a des tartuffes, il y a des voleurs, hein, tout simplement, dans ces mouvements-là. Est-ce que tu peux, toi, nous mettre en alerte par rapport à tout ça? Oui, déjà, à partir du moment où il y a des craintes, où il y a des... On va dire, il y a des personnes qui ont perdu confiance dans les organisations humanitaires, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut se poser des questions. C'est qu'à un moment donné, il y a des associations humanitaires qui n'ont pas été à la hauteur on va dire, des valeurs et des principes qu'ils chérissent, ou en tout cas qu'ils proclament. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez des associations humanitaires qui utilisent une partie de leur argent pour les frais administratifs, pour leur salaire, pour leur bureau administratif. C'est ce qui pose problème, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés avec l'argent, si tu veux, des donateurs. Et ça, c'est problématique. C'est quelque chose que moi, personnellement, je comprends pas. Tu vois, je fais de l'humanitaire à ma manière. D'ailleurs, j'ai jamais travaillé pour une association. J'ai directement lancé mon premier organisme, qui était une fondation éponyme, avant de lancer aujourd'hui l'ONG Unity dans 59 pays. Et j'ai donc, du coup, toujours travaillé à ma manière. Et à ma manière, c'était de considérer que à partir du moment où un donateur donne 1 euro, il faut que les 1 euro aillent aux bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on fait de l'humanitaire. Et l'humanitaire, comme le disait l'abbé Pierre, c'est donner sans rien attendre en retour. C'est pas un travail, c'est un engagement. On fait ça parce qu'on est engagé. Et donc, du coup, effectivement, il faut proposer... quand vous voyez des puits, par exemple, qui coûtent 800, 1000 euros, 1500 euros, ça, c'est problématique, tu vois. Moi, regarde, je viens de construire déjà plus de 200 forages en Asie du Sud, dans le sous-continent indien, Népal et Pakistan. Je les poste tous les jours sur les réseaux sociaux. Ce sont des forages qui coûtent 130 euros. Et aujourd'hui, si un forage coûte plus de 200 euros, il faut se poser des questions. Et comment t'expliques que les gens vilipendent à ce point-là? Non, parce qu'après, il y a beaucoup de frais qui entrent dans si tu veux, dans le calcul. C'est-à-dire qu'il y a des salaires, peut-être des deux côtés, c'est-à-dire du côté en France et dans les pays aussi avec les bénévoles. Il y a des frais administratifs, ce qui fait que ça monte le coût de l'opération. C'est-à-dire que le forage qui coûte 1000 euros, que tu vas payer 1000 euros, en fait, ne coûte pas 1000 euros. Il coûte peut-être 200 euros. Mais qu'en fait, il y a 800 euros qui sont partis dans des frais. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas accepter, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de fonctionner différemment. Aujourd'hui, j'ai agi énormément. C'est-à-dire qu'on est l'une des organisations francophones qui agit le plus dans le monde. Il faut le savoir. Et qui agit le plus, on va dire, tous les jours. Parce qu'on agit tous les jours. Tous les jours, il y a des nouveaux forages, on construit des écoles. Et pourquoi on arrive à faire ça? Parce que les prix sont très bas. Parce qu'on permet à des gens on permet à tout le monde de pouvoir construire un forage, de pouvoir construire une école. Parce que les prix sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire, c'est les prix réels du marché. On n'entre pas on n'entre pas dans les frais, le salaire de telle ou telle personne. Mes bénévoles sur place ou les bénévoles en France, c'est-à-dire sur les pays d'opération ou les bénévoles en France, sont des bénévoles. Ils font ça parce qu'ils se lèvent le matin avec amour, avec compassion. Ils ont envie de changer les choses. Et c'est ce que je dis, moi, à toutes mes équipes. C'est-à-dire que vous voulez vous engager, il faut vous engager avec passion. Il faut vous engager parce que vous voulez changer le monde. Si vous venez ici parce que vous voulez gagner de l'argent, je sais pas, allez chez Manpower, allez chez Pôle emploi,
mais ce sera pas chez moi. Et comment contribuer, comment participer à votre... Directement sur le site unityfamily.org. On a une page Insta aussi, Unity Family officielle, ou après les gens qui me contactent aussi sur les réseaux sociaux directement, qui veulent construire des fourrages, qui veulent participer à des distributions de denrées alimentaires, qui veulent construire des écoles. Et donc, du coup, ça se fait assez rapidement. On a des équipes hyper réactives. Donc, du coup, les opérations se font très rapidement. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier dans tout ce combat-là ? Ce qui me rend fier, c'est d'avoir trouvé ma vocation et je pense être dans le vrai. Je pense être dans quelque chose de juste, tu vois. Et ce qui m'intéresse, c'est la justice. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'en ai parlé tout à l'heure, je suis algérien et je viens de l'histoire de la colonisation. Je viens d'un peuple qui a été opprimé. Et quand je parle d'un peuple, je parle pas forcément de l'Algérie, je parle de toute la région d'Afrique de l'Ouest, d'un peuple panafricain qui a été opprimé, qui a connu l'injustice, et moi, je suis né avec ça. C'est-à-dire que moi, je suis pas né avec le problème de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis né avec le problème de la guerre d'Algérie. Je suis né avec une injustice, avec des massacres. Et donc, du coup, quand tu grandis avec ça, et qu'en plus de ça, tu grandis en France en tant que citoyen de seconde zone de la République, c'est-à-dire une double injustice, finalement, l'injustice, la lutte pour la justice, en tout cas, elle est gravée en toi, elle est tatouée chez toi, tu vois. À partir de ce moment-là, tu sais que la lutte pour la justice, ça va être un objectif dans ta vie, de rétablir la justice. Certains le font à travers des manifestations, la lutte contre le racisme. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Moi, je le fais dans l'humanitaire, parce que pour moi, c'est là où on va rétablir la justice réelle. Les gens qui sont dans les terrains d'opération, ils ont besoin d'aide, mais ils ont besoin d'aide concrète, tu vois. On parle en ce moment du conflit, si on peut appeler ça un conflit, on va dire du massacre qui se passe en Palestine, dans la bande de Gaza. On se retrouve avec des populations qui sont dans le besoin. Et ces populations, ils n'ont pas forcément besoin qu'on prenne un drapeau palestinien et qu'on sorte dans la rue, place de la République, et qu'on dise vive la Palestine ou Free Palestine, tu vois. Ces populations, ils ont besoin qu'on les aide concrètement, à travers des denrées alimentaires, à travers des vêtements, à travers des médicaments. Et c'est là où se situe finalement la lutte pour une Palestine libre, tu vois. Et c'est ce que je fais avec mes équipes. C'est ce que je fais en Afrique. C'est-à-dire que j'ai envie d'inculper, je le fais à travers l'écriture, mais surtout à travers les actes. C'est pour ça que le livre s'appelle « Agir pour exister ». C'est que l'action, elle est plus importante que tout. Elle est plus importante que les paroles. Elle est plus importante que les slogans. Et moi, je veux être dans quelque chose de concret. Je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a œuvré, qui a été dans quelque chose de concret, qui a tendu sa main, mais concrètement. Je veux pas être quelqu'un qui aura simplement vilipendé des mots par-ci et là pour clamer haut et fort la justice, tu vois. Je veux être dans l'action concrète. Et à la fin de ce long voyage-là, t'es pas éprouvé? Ouais, t'es éprouvé, mais comme je te l'ai dit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu te bats pour une cause qui est plus importante que la tienne, bah tu portes plus importance à ta propre personne, c'est-à-dire que tu acceptes de passer au second plan. Et pour moi, c'est ça l'humanisme. L'humanisme, c'est comprendre que t'appartiens à l'humanité et que l'humanité t'appartient pas, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que je trouve une force en moi que je connaissais pas. Cette force, je sais pas d'où elle vient. Peut-être qu'elle est spirituelle, peut-être qu'elle est psychologique, peut-être qu'elle est physique, tu vois. Mais c'est une force qui me permet d'aller beaucoup plus loin que ce que je pensais. Quand je me suis lancé dans l'humanitaire, et là, en 2016, je voulais simplement distribuer des fournitures scolaires à Tamale, au nord du Ghana. C'était simplement ça l'objectif. Parce que j'étais allé au Ghana, j'avais vu cette pauvreté, elle m'avait bouleversé intérieurement. Et aujourd'hui, on est 5-6 ans plus tard, je suis dans 59 pays, je travaille tous les jours de l'année, tu vois. Et c'est là où tu te dis que il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important, il y a quelque chose que je pourrais pas comprendre, mais qui m'a poussé à aller beaucoup plus loin que ce que je pensais faire finalement. Et c'est ça, c'est-à-dire que voilà, je suis éprouvé, mais je sens pas cette fatigue, tu vois. Excellente mentalité, Badis. Tu nous fais du bien, mon bro. Merci, tu nous fais du bien, mon bro. Plaisir. Là, aujourd'hui, c'est quoi, toi, ton regard sur la société en 2021? Parce que même, tu sais, on traverse une crise sans précédent, comme tu le sais bien. Mais à côté de ça, je vois qu'il y a des tensions entre les différentes communautés. Je pense à la communauté arabe, maghrébine et la communauté noire, tout simplement, d'Afrique subsaharienne. C'est quoi, toi, ton point de vue? Déjà, comment toi, tu te sens? Tu t'es défini comme étant un panafricain? Ouais. Ou Je me considère panafricain, clairement. C'est-à-dire que j'ai grandi avec cette ferveur, c'est-à-dire ce patriotisme algérien. Et qui est un patriotisme légitime, c'est-à-dire qu'on vient d'une histoire, d'une guerre, clairement, hein, une guerre de décolonisation. Mais avec le temps, avec les études, les voyages, j'ai compris que j'appartenais à l'Afrique.
J'appartenais à une histoire qui était beaucoup plus globale. C'est-à-dire que j'appartiens autant à l'Arbi Ben Mehdi en Algérie qu'à Léopold Sédar Senghor au Sénégal, qu'à Marcus Garvey. J'appartiens à cette histoire panafricaine, à Lumumba. Et donc, c'est une histoire qui est beaucoup plus complexe. Et c'est important, c'est une bonne question que tu me poses parce que j'en parle dans mon livre, le problème de l'identité. Et moi, le problème que j'ai avec le nationalisme de manière générale ou avec le patriotisme, on va dire, c'est que il empêche l'individu d'accéder à la raison. C'est-à-dire que si tu veux, ton compatriote, si tu es algérien, ton compatriote algérien sera plus important qu'un compatriote marocain ou sénégalais. Et ça, c'est quelque chose qui est pas raisonnable. C'est quelque chose qui est pas normal. Et moi, qui a beaucoup lu un mec comme Albert Camus, par exemple, qui en parlait beaucoup, je considère que la raison, c'est de sortir des identités. C'est-à-dire que moi, je me suis aperçu, je vais encore parler d'humanitaire parce que c'est ma spécialité. Bien sûr. Je me suis aperçu que tu avais des associations humanitaires qui allaient aider des populations parce que ces populations leur ressemblaient au niveau de la couleur de peau, au niveau de l'origine ethnique, au niveau même de la confession religieuse. Ouais. C'est quelque chose que moi, je peux pas concevoir. C'est-à-dire qu'une personne, et j'en parle dans mon livre, qui m'a beaucoup inspiré, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'était quelqu'un qui aidait des personnes sans faire de distinction. Il aidait des noirs, des blancs, des chrétiens, des musulmans, des athées. Et il y avait une personne dans la rue qui avait besoin d'aide, qui avait besoin d'une couverture, qui avait besoin d'un repas chaud. Il les aidait, tu vois. Et pour moi, c'est ça la conception de l'humanitaire. Et c'est pour ça que c'est de l'humanitaire et pas du communautaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon organisation s'appelle Unity. C'est justement pour faire comprendre que on fait tous partie de la même famille universelle, qu'on a tous un cœur, qu'on a tous un esprit, qu'on a tous nos propres problèmes, qu'on a nos amours, nos faiblesses, qu'on a tous une famille, on a un père, on a une mère. Et écoute, finalement, on est tous les mêmes, tu vois. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je m'engage autant en Amérique du Sud avec des populations qui sont catholiques, en Afrique avec des populations qui sont athées, au Proche-Orient, en Afrique subsaharienne ou dans le sous-continent indien avec des populations qui sont musulmanes. Mais je fais pas de différence, c'est-à-dire que je vais pas aider d'abord des populations parce qu'ils sont musulmanes. Je vais aider des populations parce qu'ils sont dans le besoin, tu vois. Est-ce qu'on t'a déjà tapé sur les doigts, pardon? Bien sûr. On m'a souvent fait le reproche quand je me suis lancé au départ, parce que je me suis spécialisé au départ par le panafricanisme et donc par l'aide d'urgence en Afrique de l'Ouest, dans le nord du Ghana ou au nord du Cameroun. Et on m'a reproché, on m'a demandé pourquoi je m'engageais pas forcément dans des régions du monde où les populations me ressemblaient un peu plus, des populations par exemple arabes, en Syrie, en Palestine. On me l'a reproché au début. J'ai essayé de le comprendre, mais je n'accepte pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'accepte pas que on fasse partie tous de la même identité, c'est-à-dire de l'identité panafricaine, et qu'on se marche dessus, qu'on se considère comme des étrangers alors qu'on est des sœurs et frères en humanité, qu'on appartient à la même communauté de destin, tu vois. Et quand je vois aujourd'hui c'est facile de dire que, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est une réalité, de dire que la société civile française nous tape dessus parce qu'on est finalement des étrangers, des citoyens de seconde zone. Mais déjà, entre nous, on se tape dessus. Entre nous, il y a des problèmes. Quand tu vois dans les quartiers qu'il y a des assassinats, des gamins qui se tirent dessus, alors que ces gamins-là ont grandi ensemble, alors que leurs mères vont faire les courses ensemble au supermarché. C'est dû à quoi, toi, tout ça? C'est dû à l'ignorance, tout simplement. C'est un problème d'éducation. C'est dû à l'ignorance, parce que ces gamins ne savent pas d'où ils viennent. Surtout les nouvelles générations. Et encore les anciennes générations, les personnes qui ont plus de 40 ans aujourd'hui, savaient ce que c'était la communauté panafricaine, la communauté de destin, cette communauté qui est arrivée de l'étranger. Mais aujourd'hui, les gamins, ils savent pas d'où ils viennent. Ils parlent plus leur langue d'origine. Ils sont jamais allés dans leur pays d'origine. Donc, ils ne savent même pas d'où ils viennent. Pour eux, ils viennent du quartier. Donc, forcément, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de culture, il y a des problèmes d'intelligence, des problèmes historiques, des problèmes de réflexion. Parce qu'ils ont grandi dans un univers où ils ne savent pas d'où ils viennent. Moi, j'ai pas le souvenir, on a le même âge, hein, mais j'ai pas le souvenir qu'à notre époque, il y avait autant de scissions. Non, il n'y en avait pas, justement, parce qu'on appartenait à une autre époque. On appartenait à une autre époque où toi et moi, on est partis dans nos pays respectifs. On y allait souvent. Toi, t'es souvent allé au Sénégal. Moi, j'allais souvent en Algérie. J'y ai vécu. Donc, on savait d'où on venait. Ce qui fait que quand on rentrait en France, finalement, on savait qu'on appartenait à cette histoire de l'Afrique. On savait que nos compatriotes africains, même si c'était des pays différents, étaient nos sœurs ou nos frères. Aujourd'hui, les gamins d'aujourd'hui ne le savent pas. Pour eux, ce sont des banlieusards, ce sont des mecs de quartier, et ça s'arrête là. Ils viennent pas d'un autre pays, ils viennent simplement du quartier. Ils sont ni français ni africains. Et à partir de ce moment-là, quand tu as un problème identitaire, ça se répercute sur la société. Et comment on peut changer la donne? L'éducation, tout simplement. Il faut éduquer les gens. Il faut éduquer, que ce soit à travers les enfants, à travers le travail associatif. Il faut aller éduquer, il faut aller à la rencontre de ces jeunes et leur expliquer leur histoire, leur expliquer d'où ils viennent, leur expliquer d'où viennent leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. C'est à partir du moment où tu sais d'où tu viens
que tu vas savoir où tu vas. Sans ça, tu peux pas avancer dans la vie, tu n'as pas de repères, tu vois. Moi, j'ai grandi avec l'histoire de l'Algérie. Et plus tard, j'ai appris l'histoire du panafricanisme. J'ai lu Marcus Garvey. J'ai compris ce que c'était cette histoire de la lutte anticoloniale et cette richesse qu'on avait en Afrique, cette richesse culturelle, cette richesse intellectuelle, tu vois. Et je me suis intéressé à la littérature africaine, à Amadou Kourouma, à Sédar Senghor, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je savais d'où je venais et je savais que quand je tournais ma tête à droite, quand je tournais ma tête à gauche en France et que je voyais des compatriotes sénégalais, maliens, camerounais, ivoiriens, je savais que c'était mes frères. Donc t'es un jopiste. On va dire ça. Alors, pour finir, l'émission touche à sa fin, mais je voudrais qu'on parle de la situation politique en Algérie. Toi, c'est quoi ton point de vue? Est-ce que ça va mieux depuis le Irak? Toi, tu veux m'interdire de rentrer au pays, toi? Non, mais on est chez We Hustle. Non, c'est ça. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne savent pas? Le Irak, c'est un mouvement populaire issu de la société civile, où tu as eu des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, des personnes de toute origine sociale qui sont sorties dans la rue pour protester contre un pouvoir qui ne leur offrait pas d'espoir. Aujourd'hui, le regard que j'ai, c'est le même regard que j'avais il y a 10 ans quand je vivais en Algérie. C'est une société sans espoir. Tu vois, quand t'es jeune et que t'as 20, 25 ans et que tu grandis sans espoir, c'est la pire des prisons. C'est la pire des prisons possibles. C'est-à-dire que c'est pire qu'une vraie prison avec des barreaux. C'est-à-dire que tu vis, tu respires, t'es là, tu manges, tu dors, mais tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Parce que la société dans laquelle tu vis ne t'offre pas la possibilité d'espérer. Et ça, c'est la pire des choses. Aujourd'hui, moi, je pense que je suis très pessimiste sur l'avenir de l'Algérie. Oh. Je suis très pessimiste sur l'avenir politique de l'Algérie. Et en même temps, je suis confiant quant à l'avenir de ce mouvement Irak qui s'est pas arrêté, qui continue, et à cette population qui a montré déjà depuis les années 60. C'est un peuple qui a toujours montré que elle n'acceptait pas qu'on leur marche dessus. On n'accepte pas qu'on leur impose des limites. Et je pense qu'il faut du temps. Il faut savoir que l'Algérie est un pays jeune. C'est un pays qui a 70 ans. C'est un pays qui est tout jeune. Et donc, du coup, aujourd'hui, il faut lui laisser le temps. Il faut laisser le temps à la société civile de créer des alternatives. Mais voilà, par rapport à mes solutions, par rapport à l'Algérie, c'est de dire que cette société, elle va s'en sortir par rapport à des mouvements civils, pas par rapport à des mouvements politiques. La politique ne changera rien. Il faut que les jeunes sortent et créent des mouvements de redistribution de richesses, des mouvements sociaux, des entreprises. Parce que c'est à nous d'aller chercher notre liberté. C'est pas à demander au pouvoir algérien de leur donner. Tout comme en France, les gens qui sont dans les quartiers, c'est à eux d'aller chercher leur liberté. La France ne leur donnera pas leur liberté. Elle leur donnera peut-être un RSA, mais elle leur donnera pas la liberté. Donc l'autodétermination et la liberté, elles se gagnent. Tu vois? Tu fais plaisir, mon bro. Tu fais plaisir. Merci, mon frère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De continuer de faire ce que je fais, parce que c'est utile, surtout. Pas par rapport à moi, parce que, comme je te dis, moi, je considère avoir vécu une vie privilégiée. J'ai vécu dans un état-providence. J'ai vécu avec une assiette pleine, avec un frigo plein. Malgré que on était embarqué dans des quartiers, tu vois, on a grandi avec tout le confort nécessaire en réalité. C'est vrai. Mais avec l'humanitaire, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de populations qui n'ont pas cette chance-là. Donc simplement de souhaiter de continuer à faire ce que je fais. Et pour moi, je serais épanoui, tu vois. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis comme je te le disais en off, j'aimerais participer à une de tes aventures, mais ça, on est connectés, tu sais très bien. On est connectés. C'était le chairman et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon bro Badis Diab pour We Hustle. Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.